Ok, donc apparemment, il n'y a plus de réponses. Donc, je vais mettre fin au sondage et on va regarder ensemble à quoi ressemblent vos réponses. Alors, est-ce que vous voyez les réponses? Alors, je vous entends pas. Est-ce que c'est Oui, on que les voit. vous les voyez? Donc, vous voyez, donc 5 ans auparavant, on voit que la plupart des participants à cette visio occupaient le même logement qu'ils occupent actuellement. Pour un tiers des participants, ils occupaient un autre logement dans la même commune. Donc, ça fait quand même 70% des participants qui habitaient la même commune et 30% qui habitaient une autre commune. Mon dernier déménagement était motivé par la possibilité d'acheter, un tiers des intervenants, hein. Donc, félicitations à vous. Ensuite, la recherche d'un logement plus spacieux, 14%. Donc, ça peut être lié, on le verra, à plusieurs facteurs comme l'agrandissement de la taille des ménages, changer de commune, mon travail et la recherche d'un logement moins cher pour 5%. Dernière question. Dans les derniers 10 ans, j'ai déménagé combien de fois? Et donc, effectivement, j'ai pas mis zéro, hein, j'aurais pu mettre zéro. Donc là, c'est plutôt une fois et 2 fois qui semblent l'emporter avec plus de 50%, 60 presque. Donc bon, voilà, on voit qu'il y a du mouvement. Seulement 14% déménagent 5 fois et jusqu'à 20% 5 ou plus. Bon, voilà. Écoutez, c'était juste pour s'engager dans le sujet, hein, puisque c'est un sujet qui nous concerne tous. Et je profite pour me présenter avant de passer la parole à nos intervenants et co-organisateurs de l'INSEE. Je m'appelle David Matos Escobar, je suis chargé de mission à Cité Ressources et j'ai le plaisir de co-organiser donc ce cycle de rencontres sur le volet observation des contrats de ville avec nos collègues de l'INSEE PACA. Et Benjamin Sakarovic, tu voudrais peut-être dire un mot d'introduction? Oui, merci David. Bonjour à tous. Benjamin Sakarovic, donc je suis le responsable de la division études à la direction régionale PACA de l'INSEE. Donc rappeler pour ceux qui n'ont pas assisté aux précédentes séances de ce cycle de séminaire, hein, puisque c'est un cycle au total de 4 rencontres. On est donc à la troisième sur 4. L'idée, hein, c'est de fournir un appui dans le cadre de l'évaluation finale des contrats de ville en proposant un certain nombre d'analyses qu'on a pu à la direction régionale PACA produire dans les dernières années sur les quartiers de la politique de la ville et ces analyses les mettre en regard d'autres approches, hein, sur les mêmes thèmes. Et on en aura l'occasion ce matin avec Maxence Morteau, Hugo Botton, Samuel Etoati, de discuter de différentes approches de l'effet des migrations résidentielles sur les quartiers de la politique de la ville. On a pu, donc, dans les rencontres précédentes, parler la semaine dernière, de décrochage scolaire. Et puis dans 2 mois presque, le 23 juin, se tiendra la dernière rencontre, elle qui sera sur le thème de l'emploi et de l'insertion, et à laquelle je vous invite également à vous connecter. Sans plus tarder, on rentre dans le vif du sujet et donc je laisse la parole à Pascal, j'imagine. Merci Benjamin pour ce mot d'introduction. Pascal Rouault, bonjour. Bonjour. Peut-être un petit mot de présentation, Pascal? Alors, moi, je travaille à l'INSEE dans l'équipe de Benjamin. Et donc, avec Stéphanie Durieux qui est présente aussi aujourd'hui, on a travaillé ensemble sur plusieurs études qui concernent les quartiers prioritaires. Et donc, aujourd'hui, je vais vous présenter les résultats de l'étude qui portait sur les mobilités résidentielles.
Merci. Donc, ceux qui s'installent sont plus pauvres que ceux qui partent, et le titre que vous avez donné à cette publication. Voilà, tout à fait. Publication qui date d'octobre 2021. Oui, c'est la plus récente en fait des 4 qu'on présente sur ces webinaires. Je vais peut-être partager mon écran. Du coup, vous me dites si ça fonctionne. C'est bon? Oui, c'est parfait, Pascal. Ok. Comme disait David, je vais vous présenter les résultats de notre dernière étude. Et je commencerai par parler du taux de déménagement des habitants des quartiers prioritaires et puis par évoquer aussi les caractéristiques de ces personnes qui effectuent une mobilité résidentielle. Et ensuite, nous nous intéresserons à l'impact des déménagements sur les territoires, donc l'impact des déménagements sur les quartiers prioritaires, à la fois en termes de nombre d'habitants et de niveau de vie dans les territoires. Alors, cette étude, elle a été réalisée en partenariat avec la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Et puis, on a eu aussi la chance de bénéficier de l'expertise de Cité Ressources, donc avec un apport qualitatif et une orientation de nos analyses. L'idée, c'était d'apporter un éclairage pour la mise en œuvre des politiques publiques régionales. Et donc, on a décidé d'approcher l'impact des mobilités résidentielles sur les quartiers prioritaires et par là même d'essayer d'approcher l'effet SAS et l'effet NAS. Donc, l'effet SAS, c'est ce qui va se rapporter au fait que peut-être la situation dans les quartiers prioritaires ne s'améliore pas parce que les populations, lorsque leur situation s'améliore, elles quittent les quartiers prioritaires et sont remplacées par des populations plus précaires. Et l'effet NAS, ça serait plutôt l'effet qui mettrait en évidence l'échec de la politique publique mise en œuvre. Donc, les territoires qui nous ont intéressés dans cette étude, ça va être les 4 intercommunalités les plus peuplées de la région, à savoir les 3 métropoles, donc Aix-Marseille-Provence, Nice-Côte d'Azur et Toulon-Provence-Méditerranée, ainsi que la communauté d'agglomération du Grand Avignon. Et pour cette étude, on a utilisé des données de l'INSEE, donc le fichier démographique sur les logements et les individus. Et là, il s'agit d'une source fiscale, en fait, qui va contenir des informations à la fois sur les habitants, donc on sait quel est l'âge des habitants, le sexe, etc. Et aussi des informations sur leur logement. Donc, tout d'abord, je vais vous parler des déménagements des personnes qui habitaient un QPV au 1er janvier 2015, donc un QPV des 4 intercommunalités. Alors, ce qu'on constate tout d'abord, c'est que les habitants des quartiers prioritaires déménagent aussi souvent que les autres et même un tout petit peu plus souvent. Donc, en 2015, 11,3% des habitants des QPV ont déménagé, alors que c'est le cas de 10,7% des habitants des environnements urbains. Donc, les environnements urbains, c'est les habitants des aires urbaines, moins les habitants des QPV. Donc, ce qui va jouer dans le fait de déménager, alors ça va être, donc pour les habitants des QPV comme pour les autres, hein, souvent ça va être le statut d'occupation du logement et aussi l'âge de la personne. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les QPV? On va constater que les personnes qui sont locataires du parc privé déménagent 3 fois plus souvent que les personnes propriétaires de leur logement. Et puis, on voit aussi que le déménagement, il s'inscrit dans le cycle de vie en fait, des habitants et que les déménagements sont les plus fréquents pour les jeunes adultes. Donc, pour les personnes de 26 à 35 ans qui résident en QPV, on a constaté en 2015 un taux de déménagement de 18,6%. Et donc, plus les personnes avancent en âge et moins elles vont avoir tendance à déménager. Donc, ce que nous montrait tout à l'heure le petit sondage de David, on va le retrouver
dans notre étude, à savoir que souvent les déménagements s'effectuent à proximité du domicile initial. Donc, c'est le cas pour les habitants des QPV comme pour les autres habitants des environnements urbains. Alors, donc là, on fait un zoom sur les QPV. Donc, j'ai dit que 11,3% des habitants des quartiers prioritaires avaient déménagé en 2015 et ils se répartissent de la façon suivante. En fait, on en a 3,8% qui ont déménagé au sein de leur quartier prioritaire, 1,8% qui ont déménagé dans un autre quartier prioritaire et enfin 5,7% qui sont sortis de la géographie prioritaire. Alors, si on zoome un peu sur chaque intercommunalité, on constate qu'en fait, les choses elles sont très différentes d'une métropole à l'autre ou par exemple, aussi sur le Grand Avignon. Donc, ce qui est marquant, ça va être sur la métropole Toulon-Provence-Méditerranée, donc qui est représentée en jaune. Les habitants des quartiers prioritaires vont souvent quitter la géographie prioritaire, puisque on a 7,7% des habitants des QP de Toulon-Provence-Méditerranée qui ont quitté la géographie prioritaire en 2015. Donc, avec ces sorties importantes, ça fait que dans Toulon-Provence-Méditerranée, c'est là que le taux de déménagement est le plus élevé dans les QP, donc il est à 12,6% au total. De l'autre, à l'opposé, on a la situation des quartiers prioritaires de Nice-Côte d'Azur. Et là, on voit que toutes les barres vertes, en fait, elles sont au-dessous de la moyenne. C'est-à-dire que dans les quartiers prioritaires de Nice, Côte d'Azur, on a un taux de déménagement qui est très faible, alors qui est même un des plus faibles en fait de ce qu'on peut constater dans les QP en France. Et donc ça, c'est probablement dû aussi à des prix immobiliers très élevés sur Nice-Côte d'Azur. Et puis, on a aussi la situation d'Aix-Marseille-Provence et du Grand Avignon. Alors, ces deux intercommunalités, elles vont avoir comme point commun le fait qu'on a un nombre élevé de personnes en fait, qui vont déménager à l'intérieur de leur quartier prioritaire. Donc, on s'est intéressé à ce qui se passait au niveau des habitants. Et maintenant, on va porter notre regard vers les territoires en essayant de voir quel est l'impact de la résultante des déménagements, donc à savoir les entrées et les sorties sur les territoires. Alors, au niveau des QP des 4 intercommunalités, tout d'abord, en 2015, on a constaté des entrées. Donc, les entrants, c'est les personnes qui, au 1er janvier 2016, habitent un quartier prioritaire des 4 intercommunalités et qui, au 1er janvier 2015, donc un an avant, n'habitaient pas un quartier prioritaire des 4 intercommunalités. Donc, on a ces entrants, ils représentent 4,1% de la population des quartiers prioritaires. Et à l'opposé, on va aussi avoir des personnes qui sortent des QP des 4 intercommunalités. Et ces sortants, ils représentent 5,9% de la population des quartiers prioritaires. Donc, la résultante, c'est un sort de migratoire qui va être négatif, puisqu'on a plus de sortants que d'entrants, et du coup, qui va s'élever à... Donc, le déficit migratoire, il s'élève à 1,8%. Donc, ce qu'on peut noter, c'est que le déficit migratoire, il va être plus élevé pour certaines catégories de population, et donc il va être plus élevé, par exemple, pour les jeunes adultes, dont on avait déjà parlé tout à l'heure, et aussi pour les personnes qui occupent un emploi et celles dont le revenu est un peu plus élevé que l'ensemble des habitants. Donc, si on regarde plus précisément ce qui se passe au niveau de chaque intercommunalité, on va se rendre compte que c'est sur Toulon-Provence-Méditerranée et Aix-Marseille-Provence que le déficit migratoire est le plus élevé. Alors, on a des raisons différentes à cela. Donc, sur Toulon-Provence-Méditerranée,
en fait, c'est vraiment le fort dynamisme migratoire qui va conduire à ce déficit élevé. On a beaucoup d'entrées, mais encore plus de sorties. Et sur Aix-Marseille-Provence, c'est plutôt le faible taux d'entrée qui va créer un solde migratoire très déficitaire. Donc, si on zoome encore sur Aix-Marseille-Provence, on va constater que ce sont les quartiers des 14e, 15e et 16e arrondissements de Marseille qui présentent le plus fort déficit migratoire, puisque pour eux, le déficit migratoire, il est de 2,6%. Donc maintenant, on va regarder les migrations résidentielles sous l'angle du niveau de vie. Et on va s'apercevoir que sur nos 4 intercommunalités, les entrants ont un niveau de vie légèrement supérieur à celui des habitants stables. Alors, les habitants stables, c'est ceux qui habitent à la fois au 1er janvier 2015 et au 1er janvier 2016 dans un QP des 4 intercommunalités. Donc, des entrants avec un niveau de vie un tout petit peu plus élevé que les stables, mais surtout des sortants qui ont un niveau de vie beaucoup plus élevé que celui des stables ou des entrants. Donc, le fait que les sortants aient un niveau de vie plus élevé que les stables, ça, on va le retrouver dans chacune des intercommunalités, comme vous pouvez le voir sur la diapositive. Et donc, pour terminer, on va parler de l'évolution du niveau de vie moyen dans les quartiers prioritaires entre 2014 et 2015. Donc, sur les 4 intercommunalités, le niveau de vie a progressé de 150 € par personne entre 2014 et 2015. Alors, cette progression, elle est due à 2 effets inverses. Donc, le premier effet, ça va être la contribution des stables à l'élévation du niveau de vie moyen. Et donc, les stables, ils contribuent à élever le niveau de vie moyen dans les QP de 210 € donc, entre 2014 et 2015. Donc, ça, c'est l'effet positif. Et l'effet négatif, ça va être l'effet des déménagements. En fait, si on regarde la contribution des entrées et des sorties sur l'évolution du niveau de vie moyen sur le territoire, on constate que ces déménagements, ils vont conduire à une diminution sur le territoire du niveau de vie de 60 €. Mais en réalité, ce qui va être le plus marquant, ça va être le creusement de l'écart de niveau de vie entre les quartiers prioritaires et leur environnement urbain. Et ce creusement, il est essentiellement dû à la faible augmentation du niveau de vie des stables. Donc, peut-être pour conclure, les quelques enseignements à retenir de cette étude, c'est que les migrations internes à la France ont contribué au dépeuplement des quartiers prioritaires dans les 4 plus grandes intercommunalités de la région, que le niveau de vie des entrants est nettement inférieur à celui des sortants, et ça, on le retrouve dans chacune des 4 intercommunalités, que les mobilités résidentielles appauvrissent légèrement les QPV, mais que c'est la faible augmentation du niveau de vie des stables qui creuse véritablement l'écart avec l'environnement urbain. Donc, vous pouvez retrouver les résultats de notre étude sur le site internet de l'INSEE. Et puis, vous y trouverez aussi des fiches territoriales donc, qui reprennent ces résultats à la fois intercommunalité par intercommunalité et puis une fiche sur le QP de Marseille-Centre et une sur les QPV du nord de Marseille. Je vous remercie de votre attention. Je suis désolée d'avoir un peu dépassé mon temps de parole. Merci beaucoup, Pascal, pour cette présentation très, très synthétique de cette publication. Maxence Moreto, tu es directeur à l'ADEUS et peut-être en 2 mots seulement, Maxence, c'est quoi l'ADEUS, en quoi consistent vos missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage, mais pour être peut-être plus précis. Et surtout, Maxence, tu semblais t'interroger dans le chat par rapport à la présentation de Pascal à propos
de la différenciation possible ou pas du parc social d'une part et du parc privé de l'autre dans les QPV en matière de déficit migratoire ou d'analyse des déficits migratoires. Maxence, on t'écoute. Ok, merci David. Juste bon, du coup, pour la présentation que tu m'as demandé d'approfondir, effectivement, là, je suis un petit bureau d'études artisanales en politique, conseil en politique publique, notamment sur les sujets renouvellement urbain, politique de la ville, politique du logement, de gestion urbaine, et avec peut-être une approche, hein, on est plutôt une équipe de sociologues et sociologues urbanistes, et un principe, c'est aussi de se dire comment est-ce que les projets urbains vont être leviers pour agir sur les enjeux sociaux. Et donc, comment des projets urbains, quels qu'ils soient, et notamment des projets de renouvellement urbain, ne sont pas uniquement des projets d'aménagement, mais sont bien des projets qui visent à transformer les conditions de vie, à améliorer ces conditions de vie. Effectivement, j'ai une petite question à Pascal, qui était celle de voir, moi, je trouve très intéressant de voir cette question du déficit migratoire des QPV. Et la question, c'était notamment quand on voit les fortes tensions sur le logement social sur la région, est-ce que ce déficit est plus marqué sur le parc privé des QPV, ou est-ce que ça touche aussi le logement social? Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des éléments d'analyse là-dessus, ou est-ce qu'il faudrait faire des recherches spécifiques? Pascal? En fait, on n'a pas été aussi fin dans le détail, notamment parce que nos données, enfin, je n'ai pas parlé ici, mais elles ont une limite qui est, on regarde ce qui se passe au niveau des personnes qui habitent en France à la fois au 1er janvier 2015 et au 1er janvier 2016. Et ça, on en a besoin pour connaître les caractéristiques des habitants. Et du coup, si on essaye de voir ce qui se passe, par exemple, si on se restreint au niveau du logement social ou du parc locatif privé, on va passer à côté des personnes qui ont déménagé vers l'étranger ou des personnes qui arrivent de l'étranger. Et donc, je ne suis pas sûre qu'on puisse bien analyser les choses, en fait. D'accord. Pascal, avant de céder la parole à Maxence, Léa Le Cornu de Dracénie Provence-Verdon Agglomération s'interroge, est-ce qu'il existe des analyses de ce type-là, donc de la mobilité résidentielle dans les intercommunalités rurales et périurbaines, à ta connaissance? Je ne sais pas, nous, on s'est concentré sur les quatre, les quatre grandes intercommunalités de la région. C'est vrai que dans les comparaisons qu'on fait entre ce qui se passe dans les quartiers prioritaires et ailleurs, on regarde surtout ce qui se passe dans les environnements urbains parce que essentiellement, les QP sont situés en ville. Et donc, sur les études qui concernent les QP, on est rarement sur la ruralité, quoi. On verra peut-être que Samuel Etotti ou Hugo pourront nous éclairer sur cette même question dans quelques instants. Maxence, l'observation des mobilités résidentielles dans les QP a une importance particulière pour le travail de l'ADUS et d'autres acteurs de terrain opérationnels qui agissent sur la transformation physique des quartiers. En quelle mesure l'observation des mobilités est importante et pourquoi il faut l'investir davantage? Alors, effectivement, la question que tu poses, c'est pourquoi analyser ces mobilités résidentielles. Je crois que un des premiers
un des premiers sujets, c'est celui déjà de l'objet de ce cycle de séminaire, et notamment sur l'évaluation, savoir ce qu'on produit, savoir ce que produisent les politiques publiques, et effectivement pouvoir mesurer les effets. Moi, je développerai plutôt là, un petit peu la question la question comment on peut mobiliser ces données, ces outils, notamment pour mieux orienter et construire les politiques publiques dans les quartiers prioritaires. J'ai ciblé un peu mon approche sur la question du renouvellement urbain. Effectivement, nous, en tant qu'opérationnel, on est souvent mobilisé par les collectivités en tant qu'assistant de maîtrise d'ouvrage pour les aider à élaborer un projet de renouvellement urbain. Aujourd'hui, dans les grandes lignes, les grands éléments de doctrine attendus par l'Agence nationale de la rénovation urbaine, il y a vraiment ce fondamental de la mixité, de la diversification des types de logements dans l'objectif d'améliorer la mixité dans les quartiers. Donc, encore une fois, au-delà de projets d'amélioration du cadre de vie, l'enjeu, c'est aussi de modifier la structure résidentielle de ces quartiers. Du coup, quand on travaille sur un quartier, un projet de renouvellement urbain, une des premières étapes, j'allais dire, c'est une démarche un petit peu de prospective. Prospective qui peut être entendue sur deux registres. D'un côté, la prospective projet. Comment est-ce qu'on imagine le quartier dans 30 ans? Quelles sont les volontés, bien sûr, le projet politique, quelles sont les grandes orientations, contraintes, etc., techniques, quelles sont les envies, les besoins de la population en place, et donc comment est-ce qu'on essaye d'imaginer un projet qui réponde aux attentes de transformation politique, technique, sociale. Le deuxième volet ou registre de la prospective, c'est ici plutôt cette dimension projection. De se dire, si on ne faisait rien, quelle serait la population à terme dans le quartier? Puisque quand on travaille sur un projet de renouvellement urbain, il va falloir réinventer ou réimaginer la programmation de logements, quels nouveaux logements vont être installés dans le quartier, mais également quels équipements, quels services. On pense notamment à une question cruciale qui est celle des équipements scolaires, mais c'est également après les équipements en termes de santé, d'activités sportives, de commerce, de services publics, etc. Donc, pour arriver à bien dimensionner cela, on va aussi travailler à partir de données de projection sociodémographique. Et du coup, ces analyses sur la mobilité résidentielle sont extrêmement intéressantes pour ça, parce qu'au-delà d'approches, j'allais dire, figées ou en stock, ça permet de vraiment regarder ces logiques un petit peu de flux. Et même si on peut avoir l'image de quartiers prioritaires qui bougent relativement peu ou qui s'appauvrissent, l'enjeu, c'est bien de voir que ce n'est pas forcément la population du quartier prioritaire qui s'appauvrit, mais plutôt des nouveaux entrants qui vont générer ce décrochage quelque part économique. Et donc, tout cet enjeu de prospective, c'est derrière de faire, j'allais dire, une analyse croisée entre le projet et la prospective stratégique. Où est-ce qu'on veut aller? Qu'est-ce qu'on souhaite faire? Quel idéal on imagine pour le quartier en devenir? Et donc, de croiser ça avec des éléments de projection socio-démographique précis
affinée en fonction notamment de ces enjeux de mobilité résidentielle. L'idée étant après de se dire comment est-ce qu'on peut jouer sur ces évolutions socio-démographiques à travers des orientations stratégiques déclinées en actions opérationnelles. Autrement dit, hein, c'est en partie pour ça que je posais cette question de la différenciation entre logement social et parc privé dans les QPV, quand une des logiques du renouvellement urbain est de démolir de manière assez conséquente du logement social dans les quartiers prioritaires pour le reconstruire hors QPV et de produire du logement privé. L'idée, c'est bien de voir comment est-ce que ça impacte les mobilités résidentielles et est-ce que c'est un levier, est-ce que cette stratégie de diversification des types de logements est un levier pour agir sur la mobilité résidentielle dans les QPV et dans quelle mesure. Donc, c'est vraiment cette idée de comment cette analyse va pouvoir aussi agir et orienter la question des politiques du logement et de manière plus précise, la stratégie habitat qui va derrière interpeller aussi d'autres documents et d'autres politiques stratégiques encadrés par d'autres programmes ou documents type programme local de l'habitat, convention intercommunale d'attribution, etc. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire qu'on a aujourd'hui un certain nombre d'outils qui permettent d'agir sur ces sujets et que les données telles qu'elles ont été présentées par Pascal en introduction permettent vraiment de voir, de mesurer si on avance ou pas. Maxence, on comprend bien l'enjeu en termes de prospective, que ce soit pour construire des stratégies de peuplement résidentiel, scolaire, de santé, et en vrai, on pourrait les utiliser pour tous les champs de la politique de la ville. Maintenant, dans la pratique, est-ce que ces sources existent? Est-ce qu'elles sont disponibles et est-ce qu'elles sont utilisées? Alors, j'allais dire oui et non, elles existent et la preuve, c'est qu'on a effectivement cette étude aujourd'hui de l'INSEE. La question, elle est, est-ce qu'elles sont facilement mobilisables et vraiment utilisées? Moi, j'allais dire pas toujours. On essaye effectivement de les mobiliser au maximum. Après, on a parfois des questions d'échelle de territoire, c'est-à-dire que lorsqu'on travaille sur un quartier en rue, des fois il est noyé au sein d'un QPV qui est beaucoup plus grand. C'est rare qu'on arrive à avoir une adéquation entre le territoire du quartier prioritaire et le territoire du projet de renouvellement urbain. Et puis, j'allais dire que ce sont des données qui sont parfois aussi incomplètes. Lors des temps de préparation de cette journée, j'évoquais notamment parce qu'actuellement on accompagne l'ANRU, l'ANCT et le ministère de l'Éducation nationale sur la question de comment on articule une stratégie éducative et de réussite scolaire au projet de renouvellement urbain, avec notamment ce lien que peuvent constituer les cités éducatives. Et la question du coup de la prospective et de la projection est un élément extrêmement central. C'est une des questions clés qui nous est posée par les trois copilotes de cette mission. Et ce que l'on voit, c'est qu'on est sur des sujets qui sont aujourd'hui complètement dans l'angle mort. Si j'illustre ça, ce que l'on voit, c'est que sur un certain nombre de projets de renouvellement urbain qui ont été livrés très récemment, au sein desquels on a des groupes scolaires qui ont été livrés, on s'aperçoit de limites extrêmement fortes sur les éléments de prospective dans l'élaboration, on va dire, des programmes des équipements scolaires. Et donc, on a la livraison d'équipements scolaires dans des quartiers prioritaires en renouvellement urbain qui sont complètement sous-dimensionnés. Et dans ces questionnements, on se dit, c'est que justement la question des mobilités résidentielles est sans doute largement sous-évaluée. On voit que les méthodes aujourd'hui des programmistes travaillent plutôt sur des ratios en fonction des types de logements et en se disant, si on démolit tant de logements, ça fera tant de logements moins, on va construire tant de logements privés,
En diversification, ça fera tant de logements en plus, donc tant d'élèves en plus. Et ben dans les faits, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que effectivement, ça exclut toute la dimension mobilité résidentielle, et y compris, je vais dire, au-delà des mobilités, les évolutions très internes au quartier. Euh, Notamment, on est en train aujourd'hui de travailler, de voir comment on peut affiner ces méthodes de programmation urbaine pour intégrer donc bien sûr les mobilités, mais en intégrant des données peut-être encore plus fines que les données INSEE, qui sont notamment les données d'occupation du parc social, les données OPS des bailleurs sociaux, pour arriver à se dire à un moment donné, voilà, quelles sont les mobilités internes au quartier, quelles sont les évolutions aussi de cette population. Lorsqu'on voit qu'on est, tous les gens qui travaillent sur la politique de la ville, hein, savent bien qu'on a quasiment sur l'essentiel des QPV une logique, moi, ce que j'appelle des 3 tiers, hein, un tiers de population vieillissante, parfois occupant des logements depuis la construction, un tiers plutôt de nouveaux entrants, toujours plus précaires et dans des situations sociales plus compliquées, et puis un tiers d'entre deux de populations qui sont là depuis 10, 15, 20 ans, etc. Et du coup, si on regarde le dernier tiers de population vieillissante, souvent âgées de plus de 65, voire plus de 75 ans, qui n'ont plus d'enfants, qui sont souvent ceux qui vivent dans les plus grands logements, on se dit, horizon 10 ans, qu'est-ce qui se passe? Cette population n'est plus là. Par qui, entre guillemets, vont-ils être remplacés? Et du coup, c'est là où les données sur la mobilité résidentielle montrent que le risque, on peut le voir comme un risque, soit ces logements soient occupés par des populations encore plus précaires, encore plus en difficulté, que lorsqu'on analyse les nouveaux entrants dans le parc social, on voit que ce sont souvent des familles monoparentales avec beaucoup d'enfants, des personnes sans emploi, sans qualification. Et donc, comment est-ce qu'on va adapter derrière les politiques en termes de logement, d'accompagnement social et d'action éducative, hein, et de réussite éducative en fonction de ces évolutions. Bien, merci Maxence pour ce retour de terrain en quelque sorte. On comprend donc que les sources existent, mais qu'elles sont peut-être insuffisamment utilisées, surtout pas de manière toujours coordonnée pour alimenter les efforts de prospective. Si l'on essaye d'aller encore un peu plus loin sur ce qui est possible de faire, sur les sources, sur les approches qui existent, on constate qu'il y a pas mal de travaux sur les mobilités résidentielles dans les quartiers politique de la ville ces dernières années. Et là, je m'adresse à Hugo Botan, qui est doctorant CIFRE à l'université de Cergy et de Nantes, cofinancé par le bureau d'études Le Compas et Nantes Métropole pour la conduite de son doctorat. Hugo, bonjour. Bonjour. Hugo, ton objet de recherche porte sur la mobilité résidentielle dans les quartiers politiques de la ville. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Comment tu peux nous aider à mieux comprendre ce qui est produit comme travaux, avec quelles sources, avec quelles approches et quels sont les principaux résultats? Déjà, je peux vous partager les slides si ça aidera mon propos. Je ne sais pas si vous les voyez. On les voit, on les voit. Ok, super. Du coup, oui, juste pour rebondir sur ce qu'a dit Maxence et les sources, on pourra en rediscuter peut-être après dans la discussion avec tout le monde. Et du coup, là, je vais me concentrer sur 2 points principaux dans ma présentation. D'une part, illustrer l'importance, enfin, la différence des approches entre flux et stock sur du coup ces analyses de politique publique et du coup le suivi de territoire ou d'individus dans le temps. Et d'autre part, amener un peu des éléments d'autres études que celles qui a été présentée pour le moment sur du coup ces mobilités résidentielles sur d'autres territoires pour un peu nuancer ce constat qui
qui est fait d'arrivants plus pauvres et de partants plus riches, puisque c'est ce qu'on observe en général au niveau national. On voit qu'ici, en PACA, ce n'est pas forcément le cas partout. Et du coup, le but, c'est d'amener des éléments un peu sur ces questions-là. Très rapidement, pour situer les enjeux du coup de cette discussion, elle s'ancre donc dans le cadre de l'évaluation de l'efficacité de la politique de la ville. Donc, une politique qui a deux objectifs principaux, celle d'améliorer les conditions de vie des habitants des quartiers qui sont ciblés par cette politique et enfin de réduire les écarts de développement qu'on observe entre les quartiers prioritaires et les quartiers environnants. Donc, je ne vais pas revenir en détail parce qu'elle l'a déjà évoqué, mais l'idée qu'il y a derrière, c'est de se demander est-ce que ces quartiers constituent des sas pour les individus ou plutôt des NAS qui les enfermeraient dans des dynamiques un peu vicieuses. Ce que je vais illustrer maintenant, c'est qu'il y a du coup deux façons de répondre à cette question. D'une part, on peut avoir une approche qui se base sur le suivi de territoire dans le temps, d'indicateurs propres au territoire dans le temps. Et on peut aussi se baser sur une approche qui suivrait des individus dans le temps. Au-delà de différences méthodologiques, ce que je vais montrer, c'est que ça peut mener à des conclusions différentes. Donc, on va commencer avec l'approche qui suit les territoires dans le temps. Ce que j'ai représenté sur ce graphique, c'est l'écart entre le niveau de vie dans les quartiers prioritaires et les EPCI dans lesquels ils sont situés, dans les 10 quartiers du PACA où cet écart est le plus prononcé. Donc, si je prends l'exemple du quartier de Besson à Aix-en-Provence, ici, on a un écart de niveau de vie de 830 €. Donc, en 2013, on avait un niveau de vie du coup qui est le revenu disponible pour une personne. Le niveau de vie médian, c'est tel qu'il y a la moitié de la population qui gagne plus ou qui gagne moins. Dans le quartier, en 2013, du coup, il était de 1 050 € environ. Et dans le PCI d'Aix, il était de 1 900 €. Donc, un écart approximatif de 830 €. Donc, par définition, on voit qu'il y a des écarts négatifs puisque les QPV sont définis par des poches de pauvreté. Ce qui est en revanche plus intéressant, c'est de s'intéresser à l'écart à l'évolution de cet écart dans le temps. Et quand on regarde du coup ce que ça donne en 2018 et plus en 2013, on voit qu'en fait, dans nombre de quartiers, cet écart s'est accru. Donc, c'est le cas dans 117 des 128 quartiers prioritaires en PACA. Et du coup, cette approche basée sur des suivis de territoire dans le temps nous mènerait à dire que la politique de la ville est inefficace puisque nous observons un accroissement des écarts de développement entre ces quartiers prioritaires et le reste de l'EPCI. Sauf que, pas trop de suspense, c'est le sujet de l'intervention aujourd'hui. C'est évidemment pas les mêmes personnes qui résident dans le quartier à ces 5 années d'intervalle. Pascal l'a mentionné tout à l'heure, on est sur un taux de déménagement d'environ 12% chaque année dans les quartiers prioritaires, qui est à peu près similaire à ce qu'on observe hors des quartiers prioritaires. Et donc, il y a une deuxième approche qui consisterait à suivre cette fois les individus dans le temps et plus du coup ces territoires. Donc, ce qu'on peut regarder, c'est ce que présentait Pascal tout à l'heure. Est-ce que les personnes qui partent ont un niveau de vie supérieur ou inférieur aux personnes qui restent? Est-ce que les personnes qui arrivent ont un niveau de vie supérieur ou inférieur? Sur les 1300 quartiers prioritaires en France métropolitaine, ce qu'on observe, c'est que dans la moitié des cas, on a des arrivants qui ont un niveau de vie inférieur et des partants qui ont un niveau de vie supérieur. Donc, dès lors, on retrouverait ici cette métaphore de l'effet SAS. Et du coup, on pourrait conclure à… Je vous ai mis le reste du tableau là, je ne le détaillerai pas entièrement. Et du coup, le fait que dans un quartier prioritaire sur deux, on a des arrivants plus pauvres et des partants plus riches, on pourrait conclure au final à une efficacité de la politique de la ville qui bénéficierait à des personnes qui ensuite, suite à l'amélioration de leur situation socio-économique, déménageraient. Donc, on voit bien qu'en fait, ces deux approches nous mènent à des conclusions totalement divergentes et du coup, une situation paradoxale sur l'efficacité de cette politique de la ville. Ce que je vais montrer, c'est que c'est en fait plus compliqué que ça
et apporter des éléments un peu pour nuancer ce propos. Ce n'est pas que des personnes toujours plus riches qui partent des quartiers, ce n'est pas que des personnes toujours plus pauvres qui y arrivent. Concernant les personnes qui sortent des quartiers prioritaires, du coup, lors de ces mobilités résidentielles, donc au niveau national, dans environ 8 quartiers sur 10, on a des partants qui ont un niveau de vie supérieur à ceux qui restent. Cependant, ça, c'est ce qu'on observe en moyenne. Ici, je reprends les chiffres d'une publication sur la métropole d'Angers, une publication de l'INSEE aussi, qui montre que parmi les sortants, on en a environ 1 sur 2 qui a vu son niveau de vie augmenter de plus de 5%. Par contre, dans le même temps, on en a 1 sur 3 qui a vu son niveau de vie diminuer de 5%. Et du coup, se pose la question derrière de mobilité qui serait choisie dans le cadre d'un parcours de vie ascendant et de mobilité qui serait subie. Et du coup, vraiment la nécessité d'aller au-delà de ces profils moyens de sortants ou d'entrants. De même, ici, je reprends les chiffres d'une étude basée sur les allocataires CAF à Grenoble. On observe que quand on regarde que les personnes qui se sont enrichies au sein du quartier prioritaire, il n'y a pas une fuite mécanique du quartier une fois qu'on est plus riche. Du coup, ici, entre 2009 et 2012, quand on regarde les habitants qui sont enrichis, il y en a 1 sur 2 qui est resté vivre dans le quartier tout de même. Donc, le quartier ne joue pas cet effet NAS toujours de « je me suis enrichi, je déménage ». De même, du coup, là, pour l'instant, on se concentrait surtout sur les effets sur les territoires. Sauf que ces mobilités, elles ont aussi des effets sur les individus, les destins des individus, leur parcours de vie. Ici, je reprends une étude nationale qui illustre le fait qu'il n'y a pas une relation forcément mécanique entre la mobilité et l'accès à l'emploi. Donc, ce n'est pas que par la mobilité qu'on facilitera l'accès à l'emploi. Ce qu'on observe, c'est que lorsqu'on regarde les personnes sans diplôme, leur taux d'emploi est plus faible quand ils sont restés dans un même territoire que lorsqu'ils ont changé de territoire, à l'inverse de ce qu'on observe pour les personnes les plus diplômées. Juste un petit disclaimer, ce n'est pas forcément un effet causal, ce n'est pas souvent les personnes qui, diplômées du supérieur, ont changé de territoire de par leur nouvel emploi qu'ils ont trouvé. Sauf que du coup, ce qui est intéressant, c'est que les personnes sans diplôme qui ont changé d'emploi, ça n'a pas forcément débouché sur un accès à l'emploi facilité. De même, je reprends ici une étude à laquelle Maxence a participé sur les enjeux de la rénovation urbaine, puisque du coup, dans les quartiers prioritaires, c'est vrai que c'est une grosse part de ces mobilités résidentielles. On observe qu'il n'y a pas forcément que des personnes qui se définissent comme gagnants de ce relogement. En effet, du coup, sur la centaine d'entretiens qui ont été réalisés sur environ 10 sites, il y a plus de la moitié du coup qui se considèrent comme gagnants, mais un petit tiers quand même qui s'estime perdant de ce relogement. Donc, ce qui, pareil, permet de nuancer un peu ce propos. Concernant cette fois-ci les arrivants, et je vais finir là-dessus, dans la majorité des quartiers, on a des entrants, du coup, comme je l'ai dit précédemment, qui ont un niveau de vie inférieur à ceux qui résident déjà dans le quartier. Ce qu'on observe aussi, c'est que ce sont plus souvent des jeunes adultes qui arrivent par rapport à par rapport à la population qui est déjà dans le quartier. Surtout sur les 26-35 ans. En gros, on a un quart des arrivants qui ont entre 26 et 35 ans contre 15% parmi les résidents. Et ce qu'on observe, par contre, qui est très intéressant, c'est que quand on regarde ce différentiel de niveau de vie entre les arrivants et les résidents, donc en global, on a quelque chose de négatif. Par contre, quand on regarde au sein de chaque tranche d'âge, on voit qu'en fait, ces jeunes adultes, du coup, parmi les 26-30 ans, les 31-35 ans, le niveau de vie des arrivants est supérieur au niveau de vie des personnes de leur âge qui résident déjà dans le quartier. À l'inverse, parmi les personnes plus âgées, le niveau de vie des arrivants est inférieur
au niveau de vie des personnes qui résident déjà dans le quartier. Donc, c'est très rapide, le format de la discussion l'impose d'aller assez rapidement sur ces points. Simplement pour conclure, quelques questions en suspens qui, du coup, mériteraient d'être approfondies par la suite. La nécessité, d'une part, de raisonner en trajectoire et plus forcément qu'en mobilité. Donc, c'est un choix qui est beaucoup contraint par les données accessibles. Mais du coup, la trajectoire permettrait de regarder sur une période de temps plus longue dans quelle mesure il y a un enchaînement de différentes mobilités, dans quelle mesure on sort d'un QPV à un moment et on en revient à un autre moment. Donc, raisonner sur une échelle de 5-10 ans, la durée d'un contrat de ville, pourquoi pas. D'autre part, un point extrêmement important et que je n'ai pas eu le temps de développer dans la présentation, c'est le fait de traiter les QPV dans leur diversité. Donc, prendre en compte les différences de contextes territoriaux, prendre en compte les spécificités propres à la population des différents quartiers. Et du coup, chose qui se fait par une approche qualitative en complément de ces éclairages quantitatifs. Et donc, moi, je commence une thèse du coup sur ce sujet-là que j'ai entamé en janvier dernier. Donc, si vous voulez échanger ou discuter par rapport à votre territoire sur ces sujets-là, n'hésitez pas à me contacter ou on pourra en discuter lors de l'échange. Merci beaucoup, Hugo, par cette contribution qui apporte des réflexions en subtilité, hein, sur l'interprétation des résultats quantitatifs, notamment de l'analyse des mobilités résidentielles. Merci aussi pour ce plaidoyer pour l'analyse en flux plus qu'en stock. Et on voit dans le chat un certain nombre de réactions. Alors, Maxence qui nous dit on est plus donc sur un effet de SAS plus que de NAS. Mais en même temps, quid de ce qui reste? Ce qui reste, peut-être que le parc social, voire le parc privé dans les QP, représente bien pour eux une sorte de NAS. Donc, à nouveau, un peu de subtilité, un peu de complexité. Nathalie de Courcelles demandait s'il y avait plus de données disponibles ou d'analyses disponibles sur les QPV en PACA au-delà des 4 métropoles régionales. Donc, Pascal Rouault a partagé également une publication, une fiche territoriale sur d'autres QP de la région. Et puis, je vois une précision de Maxence, hein, à propos. Oui, non, c'était juste sur la question qui était soulevée par Hugo là, sur l'approche en trajectoire plutôt qu'en mobilité. Du coup, pour revenir sur l'évaluation qu'on a menée avec le réseau Réflexe pour l'ONPV sur le relogement, et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a bien ressenti, c'est-à-dire que voilà, à travers des entretiens, donc on avait au-delà d'une approche statistique sur les données du relogement, en termes de méthode, on a mené une centaine d'entretiens sur 10 sites en France, en remontant plutôt sur des projets qui s'étaient déroulés 5 et 10 ans auparavant. Donc, il y avait un enjeu un peu archéologique de retrouver les personnes 5 à 10 ans après leur relogement. Mais je trouve que ça mettait bien ça en évidence sur le fait que finalement la mobilité peut générer une capacité à se réapproprier cette trajectoire résidientielle. Je ne sais pas si c'est clair dans la manière dont je le formule, mais c'était bien cette idée que excusez-moi, j'ai quelqu'un qui me fait des blagues derrière. C'était vraiment cette idée que les ménages, à travers quelque part une mobilité forcée due au relogement, étaient en capacité à se ressaisir de leur trajectoire, de leur parcours résidentiel, et avec effectivement, après ce que disait Hugo, hein, du positif ou du négatif. Exprimer des choix, donc. Voilà, c'est ça. Oui. Donc, on voit bien, il y a 2 messages clés, si je peux retenir que ça.
l'intérêt de l'analyse de plusieurs types d'indicateurs mais en flux. Et la deuxième, c'est sur le plan plutôt qualitatif, l'analyse des trajectoires résidentielles dans lequel, même dans des cadres contraignants comme les processus de relogement, s'expriment des choix. Et pour aller encore plus loin dans le décentrement, du moins dans une montée en généralité, en passant de l'échelle locale à l'échelle nationale des QP. Puis on voudrait interroger Samuel Etoiti à propos des grandes tendances de la mobilité résidentielle à l'échelle du territoire national. Bonjour Samuel, vous êtes chef de projet statistique à la Direction générale des étrangers en France, au ministère de l'Intérieur, et vous avez également publié une thèse de doctorat au sein du laboratoire économie appliquée au développement de l'Université de Toulon en 2020, qui portait sur les déterminants et les impacts territoriaux des migrations résidentielles en France métropolitaine depuis la fin des années 2000. Bonjour Samuel. Bonjour à vous. Tout d'abord, merci de m'avoir invité à ce webinaire. Et l'esprit de cette présentation va surtout de mettre un petit peu en perspective les mobilités résidentielles sur l'ensemble du territoire national, peut-être sur des échelles plus grandes que celles des QP, avec aussi la littérature économique, qu'elle soit française, enfin l'académique, qu'elle soit française ou internationale. Alors, est-ce que tout le monde voit mon PowerPoint? Je n'ai pas de problème de diffusion sur le partage d'écran? Oui, on voit bien, oui. Nickel, parfait. Éventuellement, vous pouvez passer en plein écran aussi si vous le souhaitez. Mais sinon, on voit bien. Ouais, super, c'est parfait. Merci beaucoup. Alors, tout d'abord, rappelez que de tout temps, dans l'analyse économique des mobilités résidentielles, ça s'est articulé autour de 6 questions. Qui migrent? Combien de personnes migrent? D'où viennent-ils? Où vont-ils? Ça, globalement, c'est les résultats qui vous ont été présentés en début de webinaire, et c'est ce que produit la statistique publique généralement. Et puis, les 2 dernières questions, c'est pourquoi migrent-ils et quels sont les impacts pour les territoires? Et ça, c'est ce dont se saisit la science humaine et sociale. Donc, pour répondre à ces 2 dernières questions, généralement, il faut rappeler que la décision de déménager, c'est un procédé intellectuel qui se fait en 2 temps. D'abord, l'individu décide de quitter son territoire, c'est-à-dire qu'il estime que son lieu de vie ne peut plus lui apporter ce qu'il attend. Et ensuite, la deuxième étape, c'est choisir où s'installer, c'est-à-dire parmi les territoires qui sont accessibles, sur lequel la personne va pouvoir maximiser son bien-être. Et donc cette définition, ça montre déjà que toute l'analyse sur la mobilité résidentielle, elle ne peut pas se faire uniquement à la vue uniquement du territoire ou uniquement avec l'analyse des personnes qui migrent, mais par l'interaction des deux. C'est un phénomène d'interaction entre les caractéristiques individuelles et celles des territoires. La deuxième chose, ce qu'apporte cette définition, et on en a parlé, c'est l'analyse des flux. Pour bien étudier la mobilité résidentielle et, par extension, l'attractivité résidentielle des territoires, c'est de faire une analyse de flux, étudier les flux sortants, c'est-à-dire la capacité des territoires à proposer un point de fixation à ses résidents, ou les flux entrants, c'est-à-dire la capacité de ces derniers à capter les ménages mobiles. Donc, on l'a vu, ces soldes dans les QPV de la région PACA, ils sont négatifs. Alors, en France, si on regarde de manière plus large, à une échelle plus grande, ces soldes migratoires, on voit qu'il y a un vrai dualisme territorial de l'attractivité résidentielle, ce que Baïkani a appelé au début des années 2000 l'appel de l'Ouest, qui montre que les territoires en France les plus attractifs sont situés au sud et à l'ouest, et donc au détriment, si je puis dire, de ceux du nord et de l'est. La région PACA se dénote avec une certaine hétérogénéité d'ailleurs de ces soldes migratoires, à l'échelle des zones d'emploi du moins, où on peut voir par exemple que les zones d'emploi de Nice et de Marseille présentent des soldes déficitaires quand celle de Toulon peut présenter des soldes plutôt certes faibles, mais excédentaires. Alors, les populations qui migrent, elles sont extrêmement hétérogènes. Et c'est ça qui rend d'ailleurs le sujet des mobilités extrêmement intéressantes. Si on observe les mobilités entre zones d'emploi en France, on constate que c'est les actifs qui sont le plus mobiles, mais que c'est les plus jeunes et en particulier les étudiants qui présentent la propension de mobilité la plus grande, et que si les retraités sont ceux qui migrent le moins, c'est ceux qui parcourent les plus grandes distances dans leur migration. Et donc, toute cette diversité, elle s'explique du fait que
les déménagements, la mobilité résidentielle, ce n'est pas quelque chose qui va se produire de manière uniforme tout au long de notre vie, mais c'est un événement qui intervient plutôt lors de nos phases de transition dans nos cycles de vie, voire même des transitions multiples. Il peut y en avoir plusieurs dans un espace de temps au cours. Les premiers types de transitions, ce sont nos cycles de vie familiales qui motivent la mobilité résidentielle. On en a parlé tout à l'heure, il y a déjà eu le petit sondage en début de présentation qui en parlait. C'est notamment donc, lorsque le ménage voit sa taille augmenter ou diminuer, ça va inciter à la mobilité, que ce soit pour adapter la taille de son logement à cette mutation. Donc, ça va inciter plutôt à s'installer sur un territoire avec un immobilier accessible, à faible coût de maintien. Donc, les questions de parcs de logement, les parcs résidentiels de logement sont des questions importantes pour les territoires. Et ces mobilités qui s'inscrivent dans les cycles de vie familiale sont plutôt moteurs des phénomènes de périurbanisation, notamment dans ces quêtes d'espace. Les deuxièmes types de transitions qu'on peut observer et qui suscitent la mobilité résidentielle, c'est celle sur les cycles de vie professionnels, notamment les transitions entre inactivité et activité ou occupation d'emploi et chômage. Dans notre quête à tous, notre quête d'acquisition d'expérience, de compétences, de capital humain et aussi de valorisation de capital humain, de monétisation, on va plutôt chercher dans ces phases-là à vouloir s'installer sur des territoires avec un marché du travail local dynamique à faible taux de chômage. Donc ça, c'est plutôt favorable aux territoires dits métropolitains, les métropoles, même si cette valorisation du capital humain, elle attire de nouvelles personnes, mais elle va aussi leur offrir l'opportunité qu'ils n'avaient pas jusqu'à présent, peut-être, de pouvoir accéder à d'autres territoires. Ce qui explique pourquoi, par exemple, en région Île-de-France, c'est là où on observe les flux entrants les plus élevés, les plus importants, mais les flux de sortie aussi les plus importants. Donc, cette valorisation du capital humain et le marché du travail va autant inciter les flux entrants que les flux sortants. Et puis, il y a un cas de mobilité qui est assez particulier, sur lequel, moi, dans mes travaux, je me suis plus attaché, c'est celle de la mobilité des seniors, mais qui est assez intéressante à la vue des QPV, vous l'avez évoqué, c'est de discuter entre les mobilités choisies et les mobilités contraintes. La mobilité choisie, alors dans le cadre des seniors, ça va être une mobilité où ça va être la quête d'une qualité de vie supérieure qu'on va surtout observer au début des âges de la retraite. Quand la mobilité contrainte, c'est face à la perte d'indépendance et face à l'isolement, où le retraité va plutôt se rapprocher d'espaces avec des biens et services, des équipements qui lui sont dédiés. Mais de montrer, le cas des seniors permet de montrer en effet qu'il peut exister des mobilités qui sont choisies dans une quête de satisfaction et des mobilités qui sont plutôt contraintes et subies. Alors, tous les travaux, alors vous voyez, il y a énormément de références bibliographiques. Je ne cite pas tous les auteurs, évidemment. Ils m'excuseront. Vous avez toutes les références, vous pourrez aller les consulter si vous voulez. Sur les déterminants des mobilités résidentielles, il y a un consensus de la littérature sur cette interaction caractéristiques individuelles et caractéristiques territoriales. Par contre, sur les impacts territoriaux des mobilités résidentielles, ce consensus n'existe pas forcément. La première chose, c'est que l'étude des impacts économiques, du moins, des mobilités résidentielles est plus complexe. Il faut pouvoir suivre, donc Hugo en parlait juste avant, il faudrait non pas parler de mobilité, mais de trajectoire, d'être en mesure de suivre dans le temps, pendant longtemps, toutes les trajectoires pour pouvoir faire ces choses-là. Les données sont rares. Et puis surtout, il y a deux écoles de pensée qui s'affrontent là-dessus. Une qui va plutôt mettre en avant la théorie sur les effets bénéfiques sur les territoires, supposément bénéfiques sur les territoires de la mobilité résidentielle, et une autre école qui va mettre en avant, et c'est ce qui était évoqué un peu plus tôt, le fait que les mobilités résidentielles peuvent aussi générer des inégalités, être moteur d'inégalités. Alors, la première école dont je vous parlais, c'est le territoire. Donc, c'est une pensée qui est plutôt portée par Davzy, en France, par Davzy et Ashkenazi, qui vont nous expliquer que sur un territoire, si un territoire est attractif, en attirant de nouvelles personnes, on attire également sa demande de biens et services, son pouvoir d'achat, son capital humain, éventuellement aussi ses impôts locaux, et que cette attractivité, de ce fait, va générer de la croissance et des emplois supplémentaires. Donc, il y aurait un cercle vertueux de la mobilité résidentielle. Et donc, de fait, ça voudrait dire que la mobilité géographique, donc du moins au vu de la littérature,
impliquerait une sorte de convergence des taux de chômage locaux à la baisse et ferait diminuer le chômage en France de manière globale. Et là, il y a beaucoup d'articles, de revues de littérature qui traitent de cela. À cela s'ajoute que par effet de ruissellement, c'est-à-dire entre les liens entre les lieux de travail, les lieux de croissance économique, de développement économique et les lieux de vie, il y a des interactions. Et donc, par effet de ruissellement, il y aurait une distribution de ces nouvelles richesses qui profiterait à tout le monde. Donc, la théorie nous dit que les mobilités résidentielles sont vecteurs de croissance et de réduction d'inégalités. Et à première vue, on a envie d'y croire. Lorsqu'on regarde, alors il y a énormément de modèles d'interaction qui permettent de le démontrer, mais lorsqu'on regarde sur l'ensemble du territoire la carte des taux de sol migratoires que vous voyez à gauche et celle des taux d'évolution d'emploi que vous voyez à droite, il y a une très grande similarité. Donc, on a envie de croire à cette théorie. Néanmoins, les faits montrent que dans certains cas, et notamment lorsqu'on observe les niveaux de vie, ça peut être sujet à des échelles plus fines, notamment extrêmement fines de celles des QPV, ça peut être vecteur d'accroissement des inégalités entre territoires du monde. Alors, ces accroissements d'inégalités, elles peuvent s'expliquer par plusieurs, enfin, à l'échelle macro, toujours, elles peuvent s'expliquer par plusieurs leviers. La première chose, c'est qu'en France, les mobilités résidentielles opposent les espaces. Il n'y a pas de cohésion territoriale de la mobilité résidentielle, si je puis m'exprimer ainsi, mais c'est que ça va plutôt opposer les espaces. Si on reprend la carte de départ, on voit bien qu'on oppose le sud et l'ouest avec le nord et l'est. Donc, tout ce ruissellement des richesses ne peut exister. Et la deuxième carte qui montre les flux résidentiels en France entre zones d'emploi, met en évidence que ces échanges se font surtout entre espaces métropolitains. Donc, ce qui peut expliquer aussi ces écarts d'inégalité. Alors, des inégalités, il y en a d'autres face à la mobilité résidentielle. On voit bien que les étudiants et les seniors ne favorisent pas du tout les mêmes territoires, ou même que les Français versus les étrangers, dans leur mobilité résidentielle en France, eux-mêmes ne privilégient pas du tout, n'ont pas du tout les mêmes préférences résidentielles. À cela s'ajoute qu'on peut également expliquer que ces déséquilibres, ça s'explique que les marchés locaux, dans le cas du marché du travail, ils mettent du temps à s'équilibrer, ça prend du temps. Et notamment dans le cadre de ma thèse, j'ai pu démontrer que les territoires extrêmement attractifs, quand un actif s'installait sur un territoire extrêmement attractif, il pouvait être soumis à une longue période de chômage due au fait de la concurrence sur le marché. Et que même une augmentation de l'attractivité du territoire pouvait, toutes choses égales par ailleurs, augmenter le taux de chômage de la zone d'emploi. Donc, on voit encore que l'attractivité résidentielle, si elle est mal pilotée, dans les faits, peut être sujet à des accroissements d'inégalités. Et enfin, la dernière chose que je voulais évoquer et qui s'applique, je pense, au QPV, donc là, c'est un avis, mais c'est qu'on n'est pas tous égaux face à la migration résidentielle. La théorie du capital humain nous explique que plus on est éduqué, plus on a des connaissances et plus on est sujet à la mobilité. Parce qu'on va pouvoir, d'abord parce qu'on comprend davantage les opportunités qui s'offrent face à nous, mais surtout parce que notre dotation initiale de capital humain va minimiser le risque de la mobilité. Et donc, finalement, ça montre bien que dans les quartiers où les gens sont, par définition, ont des niveaux de vie plus bas, la mobilité, la migration résidentielle peut constituer un risque et elle n'est pas accessible à tous. Donc, ce qui peut aussi expliquer pourquoi il y a les mobilités provoquent encore ces écarts, cet accroissement d'inégalité. Donc, à la vue de la littérature, c'est extrêmement dense de présenter une littérature économique en 10 minutes, mais à la vue de la littérature et la conclusion qu'on peut en tirer, c'est qu'évidemment, il ne faut pas que la mobilité résidentielle oppose les territoires entre eux. Ils ne sont pas en concurrence. Il faut évidemment qu'il y ait une cohésion territoriale de la mobilité résidentielle pour éviter que ces dernières ne provoquent des accroissements des écarts d'inégalité. Voilà ce que je pouvais vous dire d'un point de vue référence de littérature et bibliographique. Et si vous voulez des références, n'hésitez pas, je peux vous transmettre cette bibliographie. Merci beaucoup, Samuel. Et votre contribution, elle soulève quelques remarques ou interrogations sur le chat. Claire Ossiou s'étonne de voir que l'on parle, pas seulement Samuel,
mais que l'on parle des mobilités résidentielles, surtout comme le fait d'une volonté ou d'un choix, et que l'on ne prenne pas en compte ou insuffisamment les mobilités résidentielles contraintes. Une réaction, Samuel, par rapport à Non, cette c'est réaction? vrai, en effet. En effet, la littérature, et surtout la littérature en économie, et les utilitaristes plus particulièrement, vont voir la mobilité résidentielle comme une quête de maximisation de bien-être. Et donc, ce serait quelque chose qu'on chercherait à faire. Mais des fois, cette maximisation de bien-être, c'est surtout éviter qu'elle ne diminue trop, notamment, j'en ai parlé dans le cadre des passages à la retraite, mais dans d'autres types de cas où la mobilité serait contrainte due à de la précarité, de l'isolement, de la perte d'autonomie, ce genre de choses. Donc, en effet, ce n'est pas forcément quelque chose de choisi, ça peut être quelque chose de contraint. Maxence, Hugo, Pascal, vous souhaitez réagir à cette question de mobilité choisie, mobilité contrainte? Peut-être que par-delà les travaux économiques, il y a d'autres approches. En sociologie, par exemple, il me semble que malgré les contraintes que pose une situation de relogement ou une expulsion, on a tendance à vouloir malgré tout trouver ce qui est de l'ordre de la stratégie que les ménages mettent en place. Donc, même sous contrainte, les ménages ont-ils toujours des ressources à mobiliser pour se construire une petite stratégie? Moi, je trouve, si je peux me permettre, et vraiment merci pour cette présentation, je trouve vraiment hyper intéressante. Et effectivement, je trouve que la question mobilité choisie, mobilité contrainte, mobilité subie, c'est un vrai, voilà, vraiment un peu un des nœuds du problème. Pour revenir sur la question de l'évaluation du relogement, c'est quelque chose qu'on avait bien vu, et du coup sur comment les acteurs aussi, les ménages relogés en fonction de leur capital social, eux vont pouvoir plus ou moins jouer sur cette capacité à être acteurs de leur trajectoire résidentielle et de leur mobilité. Donc, c'est très intéressant. Et par rapport à la dernière remarque qu'a faite Samuel, moi, je trouve ce qui est intéressant dans la présentation qu'il a faite sur les approches économiques, c'est une dimension extrêmement positive et valorisée de la mobilité résidentielle et des trajectoires résidentielles. Et moi, dans quelle mesure ça interroge aussi les stratégies habitat et la programmation habitat? Autrement dit, aujourd'hui, je trouve voilà, ceux qui travaillent sur les politiques du logement le savent, on a plutôt une tendance et des orientations à la production de petits logements. Et j'allais dire même y compris toute la politique publique nationale favorise la production de petits logements parce que dans l'analyse statistique, les besoins aujourd'hui, avec le desserrement des ménages, les séparations, les trucs, le machin, font qu'on a plutôt une demande de T2, T3. Et je trouve que qu'est-ce que produisent sur des territoires une production de petits logements en fait, aujourd'hui, et là-dessus, on peut analyser les données INSEE qui existent. Ça produit de la mobilité résidentielle, mais finalement pas forcément de la mobilité résidentielle choisie, mais plutôt une forme de mobilité résidentielle, j'allais dire, subie. Et finalement, ça génère aussi moins d'ancrage territorial. Et du coup, quelque part, une faible mobilité résidentielle peut aussi être positive sur un territoire, parce que ça veut dire qu'on est sur un territoire qui sait garder sa population. Mais en tout cas, voilà, vraiment, merci Samuel pour cet exposé, j'ai trouvé hyper intéressant. Merci Maxence. Hugo, Pascal, vous souhaitez apporter une contribution à ce sujet, mobilité choisie, contrainte subie? Peut-être, enfin, les données qu'on utilise, elles nous permettent pas, les sources statistiques, elles nous permettent pas directement d'apprécier ce caractère subi ou choisi des mobilités résidentielles. On peut les approcher peut-être un peu en creux. On se rend compte que, par exemple, dans les cas de séparation de personnes, on va souvent, de fait,
réaliser une mobilité résidentielle. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose de choisi. Et voilà, en cas de perte de revenus ou de diminution du niveau de vie, ça va aussi s'accompagner fréquemment d'une mobilité résidentielle, quoi. Donc, c'est sûr qu'il y a un lien important entre les deux. Hugo? Oui, c'était juste pour compléter ce qui a été dit sur les expulsions. Et en effet, je pense que c'est une question extrêmement importante, notamment dans ces territoires. Mais pour l'instant, on n'a pas en tout cas, à ma connaissance, pas d'études qui permettraient d'avoir un peu une idée de l'ampleur de ce phénomène, du coup, sur ces différentes mobilités. Et alors même qu'il y a un enjeu en termes de politique publique derrière qui, je pense, est extrêmement intéressant, et notamment au sein du parc social, comment gérer les spirales d'endettement qui peuvent exister et déboucher sur après une migration vers du parc privé insalubre ou des trajectoires qui ne seraient pas forcément choisies. Et du coup, c'est vrai que pour l'instant, c'est un peu un angle mort. On ne sait pas trop dans quelle est l'ampleur de ces phénomènes-là, quoi. Bien, merci. Alors, on va proposer à la salle de contribuer à cet échange, que ce soit sur cette interrogation, mobilité choisie, contrainte subie, que ce soit sur d'autres éléments. Et en attendant des mains levées, Maxence Moreto posait la question sur le chat, à savoir si l'on pouvait lire les mobilités résidentielles des seniors, notamment dans les QP, comme le résultat d'une perte de revenus liée à la retraite. Est-ce que quelqu'un veut se mouiller? Alors, je vais prendre la main là-dessus. Alors, sans parler des QP forcément, on a publié en 2018 avec le LEAD une étude sur la mobilité résidentielle entre communes au sein de la région PACA, là-dessus. Donc, sans forcément distinguer les communes où il y a des QP ou pas, mais on avait remarqué que sur ces mobilités contraintes, le retraité, s'il n'était pas déjà proche d'un espace extrêmement urbain, s'y rapprochait, notamment pour les questions de proximité avec les équipements qui leur étaient exclusivement d'ailleurs dédiés. Et pour mener cette étude, on s'était appuyé sur une étude de l'INSEE qui s'appuyait sur la base permanente des équipements et qui permettait de caractériser de l'INSEE PACA et qui permettait de caractériser les types d'équipements en fonction du public qui était ciblé. Et donc, c'est ce qu'on avait pu montrer que mobilité supposée contrainte rapprocher le retraité des cœurs urbains avec une très forte densité d'équipements qui leur étaient dédiés. Je pense que la question, et Maxence, tu préciseras, elle renvoyait à des constats qui deviennent peut-être de plus en plus habituels à propos du vieillissement de la population dans les quartiers politiques de la ville. Oui, non, effectivement, c'est ça. Et puis, par rapport à cette articulation entre mobilité choisie, mobilité contrainte, et puis le petit zoom que Samuel avait fait sur la question des seniors, c'est vrai que c'était vraiment de se dire dans quelle mesure est-ce que ça peut être un des sujets, ou est-ce que finalement très peu. Moi, le sentiment que j'ai, c'est aujourd'hui, alors pareil, plutôt avec des approches très terrain et très micro, mais c'est que c'est plutôt peu le cas dans les quartiers prioritaires où finalement les seniors ont plutôt des ressources économiques plutôt supérieures au reste de la population, et c'est plutôt ce que tentait à démontrer les travaux présentés par Pascal en introduction. Mais du coup, là, c'est pour ça que c'est vraiment une question de se dire ou est-ce que voilà, c'est des choses qui vont jouer à la marge, ou est-ce que c'est des choses qu'on va voir dans les années à venir? Encore une fois, et là, c'est un peu la question de la prospective, avec aujourd'hui
le ventre mou là, hein, de ce tiers de personnes qui sont dans le logement social depuis 10-20 ans et qui ont déjà eu des carrières professionnelles extrêmement fragmentées, etc. Est-ce que c'est dans les 10-15 ans où on doit s'attendre à des personnes qui vont se retrouver avec des minima sociaux au moment de la retraite, et où donc peut-être dans les 10-15 ans, il faut s'attendre à une forme de mobilité contrainte des seniors des QPV, parce que voilà, ça sera les seniors seront les anciens ultra précaires qui sont aujourd'hui dans un peu soit les nouveaux entrants des quartiers prioritaires. Encore une fois, voilà, c'est dans cette question un peu de la prospective ou de l'anticipation, et de savoir comment est-ce que on peut collectivement se préparer à ces mutations, à ces phénomènes, quoi. Pascal Rouault, je ne sais pas si tu veux réagir à cette question de l'évolution des profils d'âge dans les QP régionaux. Ça fait partie d'une comment dire, des dimensions que vous avez analysées dans la publication sur la mobilité résidentielle. Vous n'en avez pas peut-être parlé aujourd'hui, mais il me semble me souvenir que parmi les sortants dans les QP régionaux, c'est plutôt des tranches d'âge jeunes, actifs, ou je me trompe? Oui, ben alors de fait, les personnes qui déménagent, elles sont plutôt dans ces tranches d'âge-là. Donc, les jeunes adultes, ils vont être surreprésentés à la fois chez les entrants et chez les sortants. Après, par rapport à... Enfin, moi, ce que j'ai présenté, c'est un déficit migratoire dû aux entrées-sorties, mais ce dont on n'a pas parlé, c'était l'évolution de la population, l'évolution globale. Et si on regarde les données du recensement, en fait, on n'observe pas de diminution de la population dans les QB, ou du moins, pas de manière générale. On est plutôt sur une stagnation du nombre d'habitants. Je crois qu'on était à 500 000 dans l'ensemble des QP de la région en 2013, et en 2018, on est à 510 000. Donc, on augmente dans les quartiers prioritaires, la population progresse un tout petit peu moins vite que dans l'ensemble de la France, mais elle ne diminue pas. Et ça, c'est dû aussi au fait que on a un solde naturel qui reste positif, avec beaucoup de naissances, notamment dans les QP, et une population extrêmement jeune par rapport à ce qui se passe ailleurs en France. Et donc, je pense que notamment ce que disait Maxence sur les équipements scolaires, la taille des logements aussi, peut-être que la réflexion sur l'aménagement dans les quartiers, elle ne doit pas suivre ce qui se passe ailleurs, parce que la structure de la population, elle est quand même assez différente. Pascal, est-ce que l'on peut faire une réflexion analogue concernant le vieillissement de la population? On entend parler depuis quelques mois, voire années, du vieillissement de la population dans le QP. Par rapport au vieillissement de la population en population générale hors QP, est-ce qu'il y a un sujet? Nous, on avait été plus marqués peut-être par le sujet de la jeunesse de la population dans les QP. On a moins regardé ce qui se passait au niveau de la population âgée, mais c'est vrai que les personnes âgées dans les QP, elles ont aussi des problématiques qui doivent être spécifiques, en fait. On l'a moins regardé. Oui. Ok. Juste pour Oui. rebondir sur ce que disait Maxence par rapport à la prospective, du coup, pour les personnes âgées, je pense qu'il y a un des gros facteurs influençants quand même, qui est la tension sur le marché de l'immobilier, que ce soit sur le parc social ou le parc privé, qui du coup pose la question de du coup, ces personnes âgées qui auraient un choc négatif de revenus, quel choix elles ont
pour aller où, quoi. Et du coup, le plus de tension il y a sur ces différents marchés, que ce soit du coup à travers des offres de logements sociaux ou l'accès à du logement sur le parc privé, du coup, le plus de tension il y a, le moins de choix on a et du coup, le moins de mobilité on observe. Mm. Par rapport à ce que tu dis, Hugo, donc on n'en a pas parlé, mais on avait regardé aussi dans notre étude les profils des habitants qui déménageaient. Et en fait, ce qui nous avait marqué, c'était le fait que on avait, par exemple, les personnes locataires du parc privé qui déménageaient, elles effectuaient des déménagements très souvent également dans le parc privé, et les personnes du parc social, en fait, lorsqu'elles déménageaient, elles restaient dans le parc social et à l'intérieur des QP. Et donc, finalement, on se disait que voilà, il y avait des déménagements qui s'effectuaient sans doute pas parce que l'offre de logement social, elle est pas assez conséquente en fait. Et qu'elle est très faible dans la région par rapport au QP des autres régions, quoi. Donc, il y a les déménagements contraints et il y a les non-déménagements contraints aussi. C'est ça. Le choix de rester. Mm. Alors, Samuel et Toiti, une question à propos de l'exploitation de Fideli. Est-ce que cette source permet de distinguer les mobilités résidentielles dans les QPV? Est-ce qu'elle permet de distinguer les immigrés ou les étrangers dans les mobilités résidentielles des QPV? C'est bien ça la question, Samuel? Tout à fait. Alors, pour compléter mon propos, aujourd'hui, face donc aux différentes crises migratoires que la France, flux migratoires internationaux dans ces fois-ci, donc on parle de migration internationale dans ces cas-là, à laquelle la France a dû faire face ces derniers mois, que ce soit la crise afghane en septembre de l'année dernière ou plus récemment, les flux ukrainiens, mis en perspective aussi avec la politique de réorientation régionale qui est mise en place par la DGEF, la Direction générale des étrangers en France. Il y a une volonté d'évaluation d'une analyse purement statistique, croisée QPV versus origine, alors que ça soit juste étranger, pas étranger, ou immigré, pas immigré. Et donc, on réfléchit à cette opportunité. Et donc, on interroge nos collègues de l'INSEE, savoir si c'est exploitable ou est-ce que la source fiscale est complètement, enfin, par définition du fait qu'elle soit fiscale, est-ce qu'elle est biaisée sur ce champ? Parce que, nous, dans l'analyse, on n'a pas considéré les entrants en fait, qui viennent de l'étranger parce que par définition, on ne connaît pas leur situation l'année précédente puisqu'ils ne sont pas dans la source fiscale. Donc déjà, c'est une limite. Après, je ne voudrais pas dire de bêtises. Je ne sais pas si on dispose dans Fideli de la nationalité des personnes. Mais donc, du coup, à ce moment-là, on aurait pu regarder parmi les étrangers, mais qui résidaient en France les 2 années, qu'est-ce qui se passe, quoi. Donc ça, il faudrait vérifier, mais en tout cas, on ne l'a pas fait en première intention. Oui. Okay. Hugo Botton. Oui, je pense qu'il y a un autre sujet qui peut être intéressant pour discuter avec tout le monde, c'est les données mobilisables pour ces études-là, parce que du coup, là, on a parlé beaucoup des données utilisées par l'INSEE et du coup, la base Fideli qui est quasiment que utilisée par l'INSEE et très forte de par son exhaustivité, qui apporte des éléments essentiels. Par contre, il y a aussi, je pense, plein d'autres choses qui peuvent être faites au niveau plus local et du coup, qui permettent aussi d'avoir des constats pour des territoires plus spécifiques. Maxence, tout à l'heure, parlait des données OPS, du coup, occupation du parc social, qui permettent donc de voir de renseigner l'immobilité en quelque sorte au sein du parc social. Du coup, de voir les caractéristiques des personnes qui restent dans certains quartiers. De même, les
bailleurs, du coup, au niveau plus individuel, ont aussi en général beaucoup de ressources qui permettent d'apporter des éléments sur ces questions de mobilité résidentielle. Je sais que sur Nantes Métropole, on a engagé déjà des discussions avec différents bailleurs pour essayer de mutualiser des données qui permettraient de voir ces différentes mobilités. On a aussi au niveau de l'INSEE, il y a un panel d'individus qui s'appelle l'échantillon démographique permanent, qui suit les personnes sur toute leur vie. Du coup, donc, il y a le problème du fait que on ne capte pas toutes les personnes, mais du coup, on pourrait vraiment avoir cette question des trajectoires résidentielles et plus simplement des mobilités d'une année sur l'autre. Et je pense qu'il y a aussi une autre base extrêmement intéressante, ce sont les bases de données CAF, du coup gérées au niveau départemental, qui, pareil, permettent un suivi des allocataires tant qu'ils sont allocataires dans le temps, et du coup permettent de regarder sur une période de temps plus longue ce qui peut exister. Et juste un dernier point pour finir, c'est aussi quelque chose sur lequel on réfléchit à Nantes Métropole en ce moment, c'est d'essayer d'exploiter des fichiers qui ne sont pas forcément destinés à regarder ces trajectoires résidentielles a priori. Je pense par exemple au fichier d'inscription scolaire où ce n'est pas la finalité, mais pour autant, on a chaque année les élèves qui sont inscrits et où ils résident. Et du coup, en compilant ces informations-là, on peut avoir cette information en creux aussi. Donc, il y a juste tout ça pour dire que c'est pas, on a parfois pas mal de richesses aussi inexploitées au niveau local et c'est pas impossible d'avoir des éléments sur ces questions. Merci pour ces précisions, Hugo, et sans oublier les enquêtes de terrain aussi également, qui permettent notamment de reconstruire les trajectoires entièrement ou partiellement. Bon, écoutez, n'hésitez pas à lever la main dans la salle. On a peut-être été très bavard avec nos interlocuteurs. On vous a peut-être laissé trop peu de place, notamment via le chat. Mais voilà, une dernière fois, c'est peut-être la dernière opportunité avant de conclure cet échange. N'hésitez pas à lever la main pour prendre la parole. Et si c'est pas le cas, est-ce que Pascal, Samuel, Hugo, Maxence, il y a d'autres sujets à évoquer? Bien, alors je vous propose de conclure notre échange et pour cela, je vous propose 2 questions, enfin 3 questions à nouveau, mais cette fois-ci pour faire non pas de la prospective à proprement parler, mais juste pour savoir, vous, est-ce que vous envisagez de déménager dans l'année en cours? Et si oui, pour quelles raisons et vers où? Donc, prenez le temps de répondre à ces quelques petites questions qui sont plutôt amusantes, mais on l'a vu parfois même avec un petit pool d'une trentaine de personnes, on peut voir des tendances qui ont du sens aussi sur des populations plus importantes. Puis à la fin de ce sondage, on se quittera. Donc 13 réponses sur 28. Alors à nouveau, les modalités n'ont pas été étudiées dans toute leur exhaustivité ni dans leur formulation. C'est un sondage tout à fait bricolé qu'on vous propose et dont j'assume pleinement la responsabilité. 17 réponses sur 28. Globalement, alors je vous fais le scoop, mais globalement, massivement, vous n'envisagez pas de déménager dans l'année en cours. 19 réponses. « 20 réponses. Allez, encore quelques instants, 20 secondes avant de mettre fin au sondage. « 10 secondes seulement. »
Bien, merci pour vos contributions et voici les résultats. Donc, parmi la trentaine de participants à ce sondage, vous êtes 8 sur 10 à ne pas envisager de déménager dans l'année en cours, 20% oui. Donc 4 personnes sur les 21 qui ont participé. Si vous déménagez, alors pour ceux qui ont dit qu'ils déménageraient, hein, parce qu'il y a quand même près de la moitié qui ont répondu qu'ils ne souhaitent pas déménager, pour ceux qui déménageraient dans l'année, ce serait plutôt pour un logement plus grand, voire pour devenir propriétaire. Donc, pour changer de statut d'occupation, plus marginalement pour le cadre de vie et pour d'autres raisons qui n'ont pas été, qui ne vous ont pas été proposées. Dernière question, si vous déménagez, ce serait pour aller davantage dans un autre logement dans la même commune. Bien, y a-t-il des commentaires parmi nos experts? On avait du coup une composition sociale assez élevée, hein, parce que si on regarde le sondage du début, la plupart des gens qui avaient déménagé, ou une grosse partie, étaient pour accéder à la propriété, et ceux qui envisagent de déménager, c'est aussi pour accéder à la propriété. Donc, Maxence nous traite tous de bourgeois. Voilà, exactement. Je n'osais pas le dire comme ça, mais on n'est pas trop sur des mobilités résidentielles subies, mais plutôt sur du... Bon, elles peuvent être toujours contraintes par rapport aux évolutions des marchés locaux, notamment. Des loyers, c'est pas faux. Et de l'accès à l'emprunt. Ouais. Bien, merci beaucoup à vous tous, intervenants, intervenantes et publics, pour vos questions également. Pour vous rappeler seulement avant de se quitter que le 23 juin, de 14h à 15h30, nous vous attendons pour la 4e et dernière rencontre de ce cycle sur le volet observation des contrats de ville autour d'un sujet sur l'emploi et l'insertion dans les QP. Donc, même logique, l'INSEE nous présentera les résultats d'une publication, nous partagera ses analyses que nous soumettrons à débat en mobilisant un certain nombre d'interlocuteurs et bien entendu également du public. Sans plus, Benjamin Sakarovic, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Merci. Merci. Merci à vous tous et toutes. Merci beaucoup d'être venus et surtout aux intervenants pour la présentation très intéressante. Et donc, on se retrouve fin juin, je l'espère, pour la dernière rencontre de ce cycle. Très bien. Bonne journée. Merci à tous. Merci pour l'invitation. Au revoir. Merci à tous.